Bien, bonjour à tout le monde. Donc, je me présente très rapidement. Je m'appelle Vanessa Fournier. Je suis étudiante à la maîtrise en service social et je suis également auxiliaire de recherche à la direction scientifique depuis quelques années et bientôt, je serai la remplaçante de Julie. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter le projet, la recherche en fait que j'ai réalisée dans le cadre de mon mémoire de maîtrise. Et c'est un projet qui a été dirigé par Madame Claudine Parent, donc, qui est professeure à l'École de service social et aussi directrice du centre de recherche GEFOR. Et c'est un projet qui s'intitule « L'évolution des liens familiaux dans les premières années suivant la fin d'un placement à majorité en famille d'accueil ». Donc, c'est un long titre, mais je vais essayer de simplifier tout ça lors de ma présentation. Et aussi dire que c'est un projet, en fait, qui fait suite à un projet pilote qui a été réalisé il y a environ 2 ans par Claudine. Donc, il y avait différents constats qui avaient émergé de ce projet-là, puis aussi des nouveaux questionnements. Donc, moi, j'ai décidé de me pencher sur ces questionnements-là pour pouvoir continuer le développement des connaissances en lien avec cette population-là. Donc, dans le cadre de la présentation, je vais faire une assez courte mise en contexte pour situer un peu les gens qui sont touchés par ma problématique. Ensuite, je vais vous parler plus précisément du but de mon projet puis des objectifs qui étaient poursuivis par la recherche. Je vais vous parler également de la méthodologie que j'ai utilisée. Donc, c'est une recherche qualitative sur laquelle j'ai fait des entrevues de recherche avec les participants pour pouvoir mettre l'accent davantage sur la présentation des résultats. Donc, je vais vous faire un court portrait des participants, puis on va aborder les 4 principales thématiques de ma recherche, qui sont premièrement la composition du réseau familial des jeunes adultes, les caractéristiques de leurs liens familiaux, le soutien social aussi qui a émergé lors du passage à la vie adulte et les différents facteurs qui ont pu influencer le maintien ou non des liens avec les familles. Puis, la présentation va se terminer par la présentation des différentes limites de la recherche, puis une discussion sur les pistes d'intervention et de recherche qu'on peut formuler grâce aux résultats qui ont été obtenus. Puis, on se laissera un petit moment pour pouvoir entendre vos commentaires, puis répondre à vos questions. Alors, simplement pour vous situer un peu le nombre de personnes qui sont touchées par les placements à majorité en famille d'accueil, en 2013, il y avait un peu plus de 1000 jeunes Québécois qui étaient âgés de 16-17 ans qui étaient hébergés en famille d'accueil. Donc, c'est environ 1000 jeunes au Québec par année qui vont avoir à vivre leur passage à la vie adulte dans les mois qui suivent. Et également, les placements à majorité en famille d'accueil, depuis les modifications de la loi sur la protection de la jeunesse en 2007, on a observé une augmentation de ces placements-là, étant donné qu'on vise de plus en plus à assurer une stabilité aux jeunes. Donc, avant les modifications, c'était une situation qui touchait environ 10% de l'ensemble des jeunes qui sont suivis à l'application des mesures. Puis, les résultats préliminaires de la première évaluation qui a été faite des modifications de la loi, on était rendu à 14% des jeunes. Donc, on peut croire que c'est une mesure, en fait, qui va toucher de plus en plus de jeunes dans les années qui vont suivre. Je ne veux pas non plus trop m'attarder sur toutes les difficultés qu'on sait que ces jeunes-là sont susceptibles de rencontrer lors de leur transition. Je pense que c'est un sujet qui a déjà été beaucoup abordé et on est déjà très sensibilisé en fait aux difficultés et la vulnérabilité de ces jeunes-là au moment de leur transition à la vie adulte. Peut-être simplement redire un peu ces différentes difficultés-là. On peut parler entre autres d'un recours à la sécurité du revenu au moment de leurs 18 ans. Il y a tout ce qui touche aussi les problématiques de santé mentale, l'instabilité au plan de la résidence, des problématiques d'abus d'alcool, de drogue et aussi des tentatives de suicide qui vont être très présentes chez ces jeunes-là. Et ce qu'on sait, c'est que c'est des difficultés souvent qui vont être liées à certains déficits que les jeunes vont avoir au plan de leur réseau social. Donc souvent, c'est des jeunes qui vont avoir très peu, voire aucune personne significative auprès d'eux, entre autres dans leur réseau familial, qui va pouvoir leur assurer un soutien qui va leur permettre de bien s'intégrer dans la communauté à la suite de leur placement. Donc, la vulnérabilité des jeunes au moment de faire leur passage à la vie adulte, ça accentue, si on veut, leur besoin de posséder un réseau familial qui va être soutenant lors de leur transition. Il y a quelques rares études qui se sont intéressées jusqu'à maintenant aux liens que ces jeunes-là vont entretenir tant avec leur famille d'origine que leur famille d'accueil après la fin du placement. Par contre, c'est des études qui ont été réalisées surtout aux États-Unis. Donc, pour ce qui est de la situation spécifique au Québec, on a très peu d'informations. Je vais quand même faire un petit topo des connaissances actuelles, puis on pourra faire le parallèle avec les résultats que j'ai obtenus dans le cadre de mon projet. Donc, la première chose qu'on sait, c'est que c'est des jeunes qui, lorsqu'ils vont atteindre leurs 18 ans, vont avoir tendance à vouloir renouer des liens avec leur famille d'origine, peu importe qu'il y ait eu des contacts ou non durant le placement. Souvent, les auteurs vont expliquer ça par une conception de la famille qui va se baser beaucoup sur les liens biologiques, les liens de sang. Donc, les jeunes veulent renouer avec ce qu'ils vont nommer leur vraie famille. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le maintien des liens avec la famille d'origine après 18 ans, ça ne sera pas nécessairement synonyme de qualité. Donc, ce n'est pas des liens qui vont nécessairement être de très bonne qualité. Et ce qu'on rapporte, c'est que moins du tiers des jeunes adultes qui rapportent avoir une relation positive
avec leurs parents d'origine lors de leurs 18 ans. Donc la majorité d'entre eux croient que c'est des relations qui sont particulièrement difficiles. Également, on a 50% des jeunes adultes qui vont inclure leur famille d'origine dans leur représentation de la famille, qui vont affirmer que c'est des relations qui sont fortes, c'est-à-dire que c'est des relations où il va y avoir des contacts fréquents, où il va y avoir un bon sentiment de proximité avec les parents, la fratrie, et également qui vont se sentir attachés, qui vont ressentir de l'amour pour les membres de leur famille, et qui vont avoir l'impression aussi que c'est des relations qui sont soutenantes dans leur vie. Donc, on a un autre 50% des gens qui vont dire que plutôt la relation avec leur famille d'origine après leurs 18 ans va être caractérisée surtout par la présence de conflits, par la présence souvent d'un grand sentiment d'ambivalence face aux membres de leur famille d'origine. On voit aussi encore beaucoup de colère qui peut être due tant aux abus ou à la négligence qui a été vécue durant l'enfance qu'à des sentiments d'abandon également. Ce qu'on sait également concernant plus spécifiquement la famille d'accueil, c'est qu'il y a plusieurs jeunes qui tendraient à maintenir des liens avec leur famille d'accueil qui les ont hébergés durant leur enfance. Par contre, les résultats sont assez mitigés dépendamment des études. Donc, on parle entre 25% et 70% des jeunes qui maintiendraient des liens à long terme avec leur famille d'accueil. Et la dernière chose qui ressort des études, c'est que les liens familiaux apparaissent exclusifs. Donc, exclusif dans le sens que si un jeune va renouer les liens avec sa famille d'origine, il va avoir tendance à briser ou à rompre les liens avec sa famille d'accueil et vice-versa. Donc, très rarement, il va avoir une perception des liens familiaux comme étant complémentaires, donc famille d'origine et famille d'accueil. Alors, le but de ma recherche, en mon mémoire, c'était de documenter l'évolution des liens familiaux dans les premières années qui suivent la fin d'un placement à majorité en famille d'accueil. Plus précisément, je me posais 4 questions par rapport à ce sujet-là. Donc, premièrement, d'aller voir quelles sont les personnes qui composent le réseau familial des jeunes adultes dans les années qui vont suivre leur placement. Donc, d'aller vérifier qui sont, d'une part, les personnes qui sont présentes encore dans la vie des jeunes adultes, mais surtout qui sont considérées comme étant un membre de la famille par ces personnes-là. Deuxièmement, d'aller voir quelles sont les principales caractéristiques des liens familiaux qui sont entretenus, puis d'aller voir également est-ce qu'il y a des défis ou des enjeux particuliers qui sont liés au maintien des liens avec les familles. Troisième chose, toute la question du soutien. Donc, c'est quoi le soutien qui a pu émerger des liens avec la famille d'origine et la famille d'accueil durant le passage à la vie adulte, mais également est-ce que c'est un soutien qui a pu se maintenir à long terme et que le jeune a pu bénéficier pendant plusieurs années par la suite. Et la dernière question, c'était d'aller voir quels sont les facteurs qui vont avoir une influence sur le maintien ou non des liens, tant avec la famille d'origine que la famille d'accueil après la fin du placement. Donc, pour répondre à ces questions-là, j'ai réalisé des entrevues de recherche avec des gens qui devaient correspondre à ces quelques critères. Donc, premièrement, je voulais des gens qui avaient évidemment été hébergés en famille d'accueil à la suite d'une ordonnance de placement à majorité. Également, c'était des gens qui devaient avoir été hébergés en famille d'accueil pour une durée minimale de 2 ans. On ne parle pas nécessairement de 2 ans en continu dans la même famille d'accueil. Ça pouvait être au cumul, donc minimum 2 ans de placement. Et à travers ça, il pouvait y avoir parfois des séjours en foyer de groupe, en centre de réadaptation, des retours dans la famille d'origine. Donc, j'étais ouverte à vraiment une grande diversité de parcours de vie. Également, c'est des personnes qui devaient être âgées entre 20 et 40 ans. Donc, j'ai volontairement voulu exclure ceux qui avaient 18-19 ans parce que ce que je cherchais à avoir, c'était vraiment une perspective plus à long terme sur l'évolution des liens. Donc, quelqu'un qui vient de vivre sa transition dans les mois précédents ne me donnait pas nécessairement cette perspective-là plus à long terme. Et finalement, c'est des gens qui résidaient dans la région de Québec. La collecte de données s'est faite via des entrevues individuelles. C'est des entrevues qui étaient particulièrement longues, je dirais entre 1h15 et 2 heures, dépendamment des entrevues. Et j'ai utilisé 3 principaux outils durant mes entrevues, en fait, qui sont premièrement un calendrier de vie, un guide d'entrevue que j'avais élaboré et un questionnaire d'information générale. Concernant le calendrier de vie, je me suis basée beaucoup sur une théorie qui est la théorie du parcours de vie, que je ne veux pas nécessairement aborder parce que ça pourrait être long. Mais bref, je me suis inspirée des concepts de cette théorie-là pour créer cet outil. Donc là, c'est un format petit, mais c'était fait sur des grands cartons avec les gens où ils pouvaient inscrire vraiment et personnaliser leur calendrier de vie. Donc la façon dont ça fonctionnait, c'était utilisé au début de l'entrevue, en fait, où je demandais à la personne de simplement me raconter par où elle est passée, c'est quoi son parcours de vie, pour pouvoir me situer. Donc, on parle du moment de sa naissance jusqu'au moment de l'entrevue. Et je leur demandais, en fait, d'identifier les principaux événements ou les principales transitions de vie qu'ils ont vécues, qui ont été particulièrement significatives pour eux et qui, possiblement, auraient pu avoir une influence sur les liens qu'ils entretiennent avec leur famille. Et ces événements-là étaient situés dans différentes trajectoires. Donc, on avait premièrement la trajectoire familiale. Ça pouvait être tout ce qui touche le décès d'un parent, la maladie, le divorce, la naissance d'un frère, d'une sœur, etc.
On avait également la trajectoire en protection de la jeunesse, donc aller voir quand a eu le premier signalement, le premier placement, est-ce qu'il y a eu des déplacements, des séjours, comme je disais tout à l'heure, en foyer de groupe, en centre de réadaptation. Troisième chose, c'était d'aller voir la trajectoire professionnelle, l'éducation aussi, l'insertion en emploi et la trajectoire résidentielle. Donc, c'est un outil qui permettait par la suite, et ça pouvait être assez long, le remplir, ça pouvait prendre parfois jusqu'à 40-45 minutes, parce que généralement, ça répondait déjà à plusieurs questions que je me posais dans le cadre de mon entrevue. Et ça me permettait d'orienter, si on veut, mes questions de recherche et de les adapter à chacun des parcours des participants. Et également, je crois que ça permettait d'avoir une collecte de données qui était un peu plus complète et un peu plus précise. Et c'est intéressant de pouvoir situer les événements sur différentes trajectoires de vie comme ça, parce qu'on peut faire des liens parfois entre les différentes sphères de vie, aller voir quelle a été l'influence, par exemple, de la trajectoire résidentielle sur sa trajectoire familiale, sur son passage à la vie adulte. Et dernière chose, en fait, c'était fait de façon chronologique. Donc, on voit que c'était sur des lignes du temps. Donc, de le situer comme ça, les événements, et de les écrire, ça permettait parfois d'aller voir certaines incohérences qu'il y avait. Ça facilitait le rappel pour situer les événements un par rapport à l'autre, chronologiquement dans leur vie. Donc ça, c'était pour le calendrier de vie. Ensuite, j'ai utilisé un guide d'entrevue qui, encore une fois, y allait de façon chronologique. Donc, on abordait les liens familiaux durant le placement, donc autant la fréquence, la qualité des contacts avec la famille d'origine, le développement des liens avec la famille d'accueil, etc. Ensuite, on abordait davantage le moment de la transition à la vie adulte. Donc, par exemple, l'âge au moment de la transition, parce qu'il y en a qui sont partis à 16 ans, il y en a qui sont partis à 21 ans, donc ça variait vraiment dépendamment des personnes. Toute la question de l'insertion dans le premier logement, le soutien qu'ils ont reçu, etc. Et la dernière chose, c'est davantage cette perspective-là à long terme d'évolution des liens après le passage à la vie adulte, qui sont liés davantage aux 4 thèmes que je vous ai nommés tout à l'heure. Le dernier outil que j'ai pris, c'est un simple questionnaire d'information générale pour faire un portrait sociodémographique des participants. Et dresser aussi un peu un historique des placements, donc le nombre de familles d'accueil qu'ils ont hébergées, la fréquence des contacts, encore une fois, avec la famille d'origine et tout ça. Donc, les personnes que j'ai rencontrées, finalement, j'ai retenu 7 participants. J'ai fait 9 entrevues, mais j'en ai retenu seulement 7. Ce que, depuis ma barre, je vous dis, c'est un petit échantillon. Donc, ce que je vous présente, ça ne reflète pas nécessairement la réalité de toutes les personnes qui vont avoir vécu un placement à majorité, évidemment. Mais je crois que ça nous éclaire quand même sur une partie de cette réalité-là, puis ça peut susciter aussi des nouveaux questionnements par la suite. Donc, j'ai rencontré 7 personnes qui étaient âgées entre 21 et 38 ans, principalement des femmes. Donc, on avait 5 femmes, 3 hommes. Également, la majorité d'entre eux avaient une fratrie, donc 5 avaient une fratrie, et la plupart partageaient leur temps entre les études et le travail au moment de la réalisation de l'entrevue. Il y a seulement une personne qui était maintenant parent, donc qui avait 2 enfants. Il y a plusieurs placements qui ont mené il y a plusieurs motifs qui ont mené au placement de ces personnes-là, autant l'abandon, la négligence, le mauvais traitement psychologique et les troubles de comportement. Pour la plupart, c'est des jeunes qui ont été placés au début de l'adolescence, donc vers 11-12 ans. Puis généralement, le placement à majorité, l'ordonnance de placement survient quelques années plus tard, donc on parle en moyenne vers 14 ans. Et il y a entre 1 et 4 familles d'accueil qui ont hébergé les jeunes, dépendamment des jeunes en fait. Et pour la plupart, les contacts avec la famille d'accueil se faisaient sur une base régulière lors du placement. Alors, c'était les personnes que j'ai rencontrées. Maintenant, on va rentrer plus dans la portion résultats. Et je vais essayer le plus possible d'illustrer mes propos avec des extraits de témoignages que j'ai eus des jeunes que j'ai rencontrés. Donc, concernant la composition du réseau familial, une fois à l'âge adulte, ce qu'on constate, c'est que c'est un réseau familial qui va être particulièrement restreint. Donc, souvent, les gens, quand je leur demande qui fait partie de ta famille maintenant, qui tu considères comme un membre de ta famille, vont me nommer 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes environ. Et également, ce qu'on voit, c'est que les liens avec les parents d'origine sont quasi inexistants. Donc, il y a seulement 2 personnes sur l'ensemble de mes participants qui vont avoir identifié soit une mère ou un père comme étant un membre de leur famille actuellement. Ce qu'il faut préciser, par contre, c'est qu'il y en a plusieurs qui avaient vécu le décès d'un parent. Donc, évidemment, ça influence ces résultats-là. Par contre, parmi les 3 autres personnes qui avaient un parent qui était encore en vie au moment de l'entrevue, c'est des personnes qui ont préféré exclure ce parent-là de leur représentation de la famille. Et on pourra voir tout à l'heure pourquoi. Contrairement aux liens avec les parents, on voit que les liens avec la fratrie, c'est des liens qui ont eu tendance à davantage se maintenir dans le temps. Donc, la plupart des gens, la majorité des gens qui ont une fratrie ont inclus minimalement encore un frère, une soeur, un demi-frère, une demi-sœur dans leur représentation de la famille. Et ils vont dire que c'est des liens qui sont vraiment significatifs pour eux. Et c'est la même chose pour la famille élargie. Donc, la majorité des gens ont identifié au moins une personne, que ce soit un grand-parent, oncle, tante, qui encore aujourd'hui est considéré comme étant un membre de leur famille.
Par contre, ce qu'on voit avec la famille élargie, c'est que souvent, ça va se limiter à une seule personne. Donc, on voit qu'entre l'adolescence et l'âge adulte, la majorité des liens avec la famille élargie a été rompue. Et c'est des personnes, dorénavant, qui sont exclues du réseau familial. Ce qu'il faut préciser, c'est que le fait d'exclure une personne de son réseau familial, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a aucun contact actuellement qui se fait avec ces personnes-là. Plutôt, c'est que les participants se montrent maintenant très sélectifs ou très réticents parfois à considérer une personne comme étant un membre de leur famille, souvent lorsque les liens vont avoir été très fragilisés durant l'enfance. Et j'ai l'exemple d'une personne qui me disait « Dernièrement, j'ai repris contact un peu avec ma famille élargie, mais les contacts que j'ai ne sont pas encore soudés et durables. Je garde toujours une petite réticence. Donc, j'ai aussi repris contact avec mon père, avec mes sœurs, mais le contact est vraiment éphémère, je ne pense pas vraiment à eux, et le lien n'est pas significatif. » Donc, c'est l'exemple d'une personne qui graduellement reprend contact, mais ce n'est pas encore suffisant pour les inclure dans sa représentation de la famille. Ce qu'on remarque également, que je trouve particulièrement intéressant, c'est que la majorité des gens dans mon échantillon ont perçu un sentiment de complémentarité entre leur famille d'origine et leur famille d'accueil, ce qui va à l'encontre un peu de ce que je vous disais tout à l'heure, où les gens avaient tendance à avoir une représentation des liens de la famille qui est exclusive à l'une ou l'autre des familles. Donc, la majorité des gens ont inclus à la fois un membre de la famille d'origine, ça pouvait être un parent, un oncle, un frère, une sœur, et des gens de leur famille d'accueil dans leur représentation. Donc, pour ces personnes-là, c'est assez difficile de considérer leurs deux familles comme étant distinctes en raison des liens qui ont été développés, puis aussi du soutien et de l'affection qui est encore présent une fois adulte. Donc, par exemple, une participante qui me disait qu'aujourd'hui, je me dis que c'est comme si mes grands-parents étaient un peu mes parents, parce que dans les dernières années, on s'est beaucoup rapprochés. Donc, c'est une personne qui avait exclu ses parents d'origine de sa représentation, mais que ses grands-parents gardaient une place significative. Et elle dit en même temps, mes frères d'accueil, je les considère comme mes frères et je suis proche d'eux. Donc, je dirais que ma famille, c'est mes grands-parents biologiques et ma famille d'accueil. Je ne peux pas les mettre séparés, je les vois ensemble, c'est comme un tout. Donc, ça reflète un peu ce sentiment de complémentarité-là et la difficulté à les mettre comme étant séparés. Également, on voit que parmi les personnes qui ont préféré exclure leur famille d'accueil de leur représentation de la famille, il y a plusieurs d'entre eux qui ont tout de même maintenu des contacts avec leur famille d'accueil après la fin de leur placement, souvent pendant plusieurs années, et encore aujourd'hui, 10-15 ans plus tard, il y a des contacts qui se font. Par contre, dans ces cas-là, c'est des contacts qui vont se faire sur une base beaucoup moins régulière, donc parfois c'est une fois par année. Par exemple, au jour de l'an, ils continuent toujours à aller visiter la famille d'accueil. Et on voit aussi les réseaux sociaux, donc l'utilisation de Facebook pour garder un petit lien qui peut demeurer significatif, mais pas suffisamment pour inclure la famille d'accueil. Il y a des participants qui me disaient « J'ai ma mère d'accueil sur Facebook, on se parle pas, mais ça me permet de rester informé de ce qui se passe dans sa vie en regardant son fil d'actualité. Puis pareil, elle peut prendre des nouvelles de moi sans avoir à demander des nouvelles. » Donc c'était une façon pour eux de maintenir le lien de cette façon-là. Donc, je trouve intéressant, au-delà d'aller identifier qui sont les personnes qui sont considérées comme un membre de la famille, mais quelles sont les différentes caractéristiques de ces liens familiaux-là. Et ce qui ressort, premièrement, c'est que malgré l'importance de la fratrie et le fait que les participants, pour la plupart, incluent leur fratrie encore aujourd'hui dans leur représentation de la famille, on voit que c'est des relations qui sont particulièrement difficiles. Et la plupart des gens, en fait, ont exprimé leur désir d'avoir une plus grande proximité avec leurs frères, avec leurs sœurs. Donc, c'est des gens souvent qui vont vouloir que leurs frères, leurs sœurs changent certaines attitudes, changent certains comportements et qu'ils puissent être plus grands, donc plus proches, pardon. Donc, un des participants en parlant de son frère et sa sœur, il dit que ces dernières années, je trouvais ça pas évident parce qu'autant mon frère que ma sœur, je trouve la relation un peu ténue et pas évidente. Donc, mon frère parce que c'est dur de communiquer et parle beaucoup sans s'enquérir. Quand je regarde d'autres relations filiales, je me rends compte que mon frère et ma sœur, ce n'est pas les personnes desquelles je suis les plus proches. Par contre, je sens quand même qu'on a une relation frère-sœur, dans le sens qu'on a un bagage de vie commun et qu'il y a un lien que je considère important. Donc, les jeunes veulent maintenir ce lien-là, reconnaissent que c'est important, mais c'est particulièrement difficile pour eux de maintenir ce lien et il faudrait que ce soit davantage proximal. Concernant toujours les liens avec la famille d'origine, il y a également plusieurs difficultés qui ont émergé. Donc encore, lorsque les jeunes sont rendus des adultes, souvent 10, 15, 20 ans après la fin du placement, on voit qu'il y a certaines difficultés personnelles vécues par les membres de leur famille qui se sont maintenues, que ce soit des difficultés qui étaient déjà présentes durant l'enfance ou des nouvelles difficultés qui ont émergé. Évidemment, c'est des difficultés qui vont avoir un impact significatif sur la qualité de la relation que ces jeunes-là vont entretenir avec les membres de leur famille d'origine. Parmi les difficultés qui sont sorties, il y a encore toutes les problématiques de santé mentale, l'abus d'alcool, l'abus de drogue, des comportements violents, de la délinquance, donc une personne qui a un frère en prison, une mère en prison, et aussi beaucoup de comportements suicidaires, donc plusieurs tentatives de suicide de la part des membres de la famille d'origine.
Donc, c'est des difficultés qui vont avoir plusieurs conséquences, tant sur la qualité de la relation que sur le jeune lui-même. Parmi les difficultés qu'on a vues, entre autres, les conséquences, pardon, on voyait que ça limitait souvent les contacts avec la famille d'origine. Donc, une personne disait, lorsque je vois ma mère chez son conjoint, elle est toujours en état de consommation, son conjoint est violent, donc moi, je préfère juste arrêter de visiter ma mère lorsqu'elle est chez son conjoint. Mais je considère encore que c'est ma mère, que c'est un lien qui est important. Également, on a vu plusieurs situations de crise familiale. Ça faisait des relations souvent qui étaient très tendues et les jeunes disaient à quel point c'est des relations qui, encore aujourd'hui, leur entraînaient beaucoup de bouleversements, beaucoup d'inquiétudes dans leur vie d'adulte. Donc, on voit, comme je disais tout à l'heure, que le fait de maintenir des liens, ça ne va pas nécessairement garantir que c'est des liens qui sont maintenant des liens de qualité pour les jeunes. Il y a quand même certains jeunes qui, pour eux, oui, c'était des belles relations, c'était positif, mais pour la majorité, il y avait encore beaucoup de difficultés qui étaient présentes. Concernant les personnes qui, elles, incluaient les membres de leur famille d'accueil dans leur représentation de la famille, ce qu'on voyait, c'est que c'est des relations qui caractérisent comme étant particulièrement fortes, des relations qui sont saines, qui sont durables. Donc, généralement, les contacts se faisaient sur une base régulière encore, souvent toutes les semaines, que ce soit des visites, des téléphones ou via les médias sociaux, encore une fois. Également, les gens ont noté une évolution positive des liens avec leur famille d'accueil dans les années qui ont suivi leur passage à la vie adulte. Donc, on m'a parlé beaucoup de la diminution des conflits depuis qu'ils ont 18 ans. Également, une augmentation de la proximité puis du sentiment d'inclusion dans la famille d'accueil, donc le fait de se sentir comme étant un membre à part entière de la famille maintenant, et davantage un partage d'affinités et d'intérêts communs avec la famille d'accueil. Donc, par exemple, il y a une participante qui parlait de sa mère d'accueil. Elle dit « À partir du moment où je n'habitais plus là, on ne se chicanait plus. Depuis mes 18 ans, il n'y a plus de friction. » Elle explique ça par le fait que lorsqu'elle était ado, elle était sous la responsabilité de la famille d'accueil et c'est ça qui entraînait des frictions. Mais à partir de mes 18 ans, quand je retournais vivre chez elle, ça a toujours bien été, la relation a évolué. Maintenant, c'est plus un échange d'égal à égal. Donc ça, c'était concernant les parents d'accueil, mais également avec la fratrie d'accueil, on a observé dans certaines situations cette évolution positive-là des liens. Entre autres, une personne qui parlait de ses frères d'accueil qui, durant le placement, souvent la rejetait, lui rappelait qu'elle faisait pas partie de la famille, qu'elle n'avait pas rapport, que sa mère, la mère d'accueil n'était pas sa mère. Par contre, elle dit qu'on aurait dit que plus on vieillissait, plus on apprenait à se connaître. Quand moi j'ai passé mon cycle d'adolescence, c'est à partir de là que je me suis rapprochée d'eux. Donc graduellement, on a refait les liens. Je me dis que ces années où il me disait que je n'étais pas de la famille et tout, bien les années ont passé, c'est des choses qui se sont passées. Il est arrivé aussi plusieurs événements qui ont fait qu'on s'est réunis, qu'on s'est rapprochés. Donc maintenant, on est une famille. Et par exemple, un des événements qui avait été marquant dans cette situation-là, c'est lorsqu'un des frères d'accueil finalement lui avait demandé à la naissance de son premier enfant si elle voulait être marraine. Donc pour elle, ça a été très significatif et elle s'est dit finalement c'est une personne qui m'accepte, qui veut que je sois présente, que je sois impliquée auprès de son enfant. Donc c'est un événement qui vraiment avait été un genre de point tournant dans leur relation et maintenant ils s'étaient beaucoup rapprochés. De la même façon, nos participants parlent également d'un de ses frères d'accueil où il dit que vers 22-23 ans, il était rendu à 17-18 ans. Donc il était en train de devenir un adulte et on se redécouvrait des affinités. La relation a changé parce qu'il n'était plus un ado ni un enfant et on s'est comme rejoint dans la vie d'adulte. On s'est mis à développer des affinités, à faire des activités. J'ai une relation beaucoup plus proche avec lui pour toutes ces raisons. Donc on voit encore une fois cette évolution positive-là, ce rapprochement qui se fait avec la fratrie. Concernant le soutien qui a été offert par la famille d'origine, par la famille d'accueil lors du passage à la vie adulte, en fait, tous les participants que j'ai rencontrés m'ont parlé du très peu de soutien qu'ils avaient reçu de la part de leurs parents. Par contre, souvent, ce qu'on voyait, c'est que les gens démontrent une certaine résignation face à cette situation-là. Donc, pour eux, le fait de ne pas avoir de soutien une fois adulte, c'est un peu le reflet ou la suite logique de leur histoire de vie. Ils ont été habitués à ça durant l'enfance. Et le discours qu'ils tiennent, c'est que si les parents les aident pas, c'est pas que le parent ne veut pas le faire, c'est qu'il ne dispose pas des moyens pour les aider, entre autres au plan financier. Aussi, ce qu'on observe, c'est un inversement des rôles. Donc maintenant que le jeune est rendu adulte, c'est souvent lui qui va finalement assurer un soutien à son parent qui vit plusieurs difficultés, dont celle que je vous ai nommée tout à l'heure. Et il semble y avoir une certaine accentuation en fait du désir d'autonomie de ces jeunes-là. Qui s'expliquerait peut-être par deux choses. Premièrement, le fait que c'est des jeunes qui, pendant toute leur enfance, ont été pris en charge, tout a été fait pour eux. Et à partir du moment qu'ils ont 18 ans, ils veulent s'en sortir seuls, ils veulent s'en sortir de manière autonome et finalement se prendre en charge eux-mêmes. Et aussi, ce désir d'autonomie-là, on peut croire en fait que c'est lié
justement la prise de conscience que de toute façon, la famille, elle sera pas là pour les aider. Donc, eux, ils veulent dépendre de personne et être en mesure de s'en sortir. Donc, par exemple, une personne me disait, je me rappelle que j'étais stressée au moment de son passage à la vie adulte parce que je sentais qu'il y avait personne qui était obligé à moi. Mon père, il était plus dans une situation où c'était lui qui m'empruntait de l'argent que le contraire. Donc, je me disais qu'à 18 ans, je devais être autonome. Pour moi, c'était hors de question d'essayer de m'accrocher à qui que ce soit. Donc, ça, c'est un discours qu'on a vu vraiment chez plusieurs personnes que j'ai rencontrées. Également, on voit que les jeunes prennent conscience que c'est une situation qui diffère de celle des jeunes en général. Donc, ils se comparent un peu en se disant, ben moi, mes amis, ils ont 27 ans, ils habitent encore chez leurs parents, donc ils ont pu, durant leur étude, pouvoir habiter là. Puis de dire, ben moi, si j'aurais aimé ça, au moins avoir ce choix-là de pouvoir rester chez ma mère. Mais dans cette situation-là, elle dit que c'était pas possible parce qu'elle revenait le soir, elle avait des problèmes d'alcool, donc elle revenait, elle buvait. Donc j'aurais aimé ça que la transition se fasse plus en douceur. En même temps, j'avais tellement vécu d'instabilité, du jour au lendemain de me faire dire « Ah, tu vas être placé en famille d'accueil », c'est pas comme si on me lançait dans le vide. Donc encore une fois, c'est des gens qui sont habitués à cette instabilité-là et qui ont un peu une certaine résignation et ils acceptent leur sort. Si la plupart des gens affirment que leurs parents d'origine ont été assez effacés côté soutien, ils ont quand même été en mesure de nommer minimalement une personne de leur famille élargie qui, elle, leur a assuré vraiment beaucoup de soutien, un soutien qui a été significatif durant leur passage à la vie adulte. Donc, c'est un soutien qui a été autant émotionnel, informationnel, les conseils, un soutien matériel aussi. Donc, encore une fois, l'exemple d'une participante qui a fait une dépression à 19 ans, qui vit beaucoup d'anxiété, qui a des problèmes de santé mentale, et elle a développé vraiment un lien significatif avec une de ses tantes qui a été présente durant son adolescence et qui est encore présente aujourd'hui. Donc, c'est une personne vers qui elle va toujours se référer, qui va pouvoir téléphoner, avoir des conseils, un soutien, et qui même peut l'héberger à certains moments. Concernant la famille d'accueil, également, la majorité des gens ont dit avoir reçu beaucoup de soutien de la part de cette famille-là lorsqu'ils ont vécu leur passage à la vie adulte. Donc, c'est un soutien qu'on a pu identifier plusieurs formes, en fait, de ce soutien-là, que ce soit le don de meubles, d'articles ménagers, l'offre de transport durant les déménagements. Et souvent, c'est des jeunes qui ont vécu beaucoup de déménagements dans les premières années. Parfois, on parle de 8 déménagements en 2 ans. Beaucoup aussi d'écoute, d'encouragement, un soutien financier de la part de la famille d'accueil. Un soutien dans les études, un encouragement aussi à poursuivre ses études. Je me souviens d'une participante qui disait qu'elle maintenant était à l'université, puis elle disait c'est grâce à ma famille d'accueil parce que c'est elle qui m'a aidé dans mes demandes d'admission, c'est elle qui m'a inculqué cette valeur-là de l'éducation. Donc elle disait que lorsqu'elle allait avoir sa remise de diplôme, ce sera son père qu'elle allait inviter, c'est sa famille d'accueil parce que c'est grâce à elle qu'elle est rendue là. Et une dernière forme de soutien qu'elle peut prendre, le soutien en fait de la famille d'accueil, c'est le prolongement de la cohabitation. Donc, il y a 3 personnes sur les 7 qui ont prolongé leur cohabitation avec la famille d'accueil au-delà de leurs 18 ans. Donc, parfois jusqu'à 19, 20, 21 ans. Et donc, parmi les gens qui ont identifié la famille d'accueil comme étant une source de soutien, il y en a la moitié que c'est un soutien qui se fait de façon plus irrégulière ou qui s'est fait principalement au moment de la transition à la vie adulte. Mais pour 2 des participants, la famille d'accueil, encore aujourd'hui, à 28-29 ans, ça demeure leur principale source de soutien, donc la principale famille vers qui ils vont se tourner. Également, les gens vont reconnaître beaucoup les répercussions positives que le soutien peut avoir sur leur parcours de vie, le soutien de la famille d'accueil. Une participante qui disait, en parlant de ses parents d'accueil, maintenant, je les connais beaucoup, je me dis que c'est ces personnes-là qui m'ont aidé à cheminer et qui m'ont soutenu pour que je sois capable de m'enligner et tout. Donc, j'ai une reconnaissance envers eux en lien avec le passé. Si je n'avais pas eu ces habiletés-là, je n'aurais pas été capable de poursuivre dans la vie adulte et de ne pas prendre le bord. Donc, ils reconnaissent vraiment que c'est un soutien qui a été particulièrement aidant, entre autres dans leur insertion dans la vie adulte. Pour d'autres personnes, celles qui disent ne pas avoir reçu de soutien de la part de leur famille d'accueil, ils vont dire que c'est un soutien qui pourrait être là, mais ce serait vraiment une aide de dernier recours. Donc, ils se montrent réticents ou hésitants à faire appel à la famille d'accueil. Et encore une fois, il y a 2 choses qui sont dégagées de ça. Premièrement, encore le désir de vouloir être autonome. Donc, de dire j'ai 25 ans, j'ai plus 17 ans, je suis plus sous sa responsabilité, donc j'essaierai de m'en sortir seule. Je voudrais pas faire appel à elle. Mais également, ce qui est ressorti, c'est que les jeunes adultes disaient je ne savais pas si c'était approprié de le faire. Je ne savais pas si j'avais le droit de recontacter ma famille d'accueil après la fin du placement. Donc, c'est une personne qui me disait ça et qui avait un réseau vraiment social de plusieurs jeunes qui étaient en placement. Il disait tout le monde se dit ça autour de moi. Donc, si je la croisais dans la rue et j'avais besoin d'aide, je lui demanderais, mais je ne prendrais pas le téléphone, je ne ferais pas les premiers pas nécessairement pour avoir de l'aide.
Donc, dans les situations où souvent les familles d'origine d'accueil, il va y avoir un peu de soutien, les jeunes ont fait appel à d'autres sources de soutien qui leur ont permis de pallier à cette absence ou à ce peu de soutien-là. Il y a 3 principales sources qui sont sorties, donc tout ce qui touche les organismes communautaires. Donc, il y a une personne, une jeune qui vraiment voulait encourager les jeunes qui sont en situation de placement à aller chercher les ressources parce qu'elle pense qu'il y en a beaucoup et qui sont disponibles. Parce qu'elle admet que c'est quand même assez difficile de se retrouver à 18 ans un petit peu dans le vide, et donc elle comprend pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver itinérants, et elle en connaît quelques-uns. Donc c'est une question, comme elle dit, soit de débrouillardise ou de survie, mais il faut aller chercher ces organismes communautaires-là, vraiment les exploiter. C'est une personne qui en avait eu recours, entre autres, tout ce qui est des services d'aide pour les proches de personnes atteintes de santé mentale. Donc elle, ça l'avait aidé à mettre ses limites, mettre ses frontières avec les membres de sa famille d'origine, pour éviter que ce soit des relations qui sont trop envahissantes pour elle. Également, une personne qui a parlé des intervenants du centre jeunesse. Donc, c'est un sujet qui peut se faire, oui, de façon concrète, pour ce qui est du don encore d'articles ménagers, des meubles, un intervenant qui est allé peinturer sa chambre lorsqu'il s'est installé dans son appartement. Mais c'est un soutien ou une influence, en fait, qui se faisait beaucoup sur... enfin, on pourrait les qualifier un peu de mentors, dans le sens où ils disaient, ben moi, maintenant, les difficultés que je vis dans ma vie, je repense toujours au moral des intervenants, donc encore, c'est des modèles pour moi. Puis, ça arrivait, ils leur téléphonaient encore aujourd'hui aux intervenants pour leur dire où est-ce qu'il est rendu, comment ça va. Ils avaient maintenu ce lien-là avec les intervenants, même à 25 ans. Et finalement, évidemment, il y a tout ce qui touche plus le réseau informel, donc la présence des conjoints, souvent qui maintenant va être une des premières personnes vers qui ils vont se tourner, les amis et les collègues de travail. Donc, le dernier thème que j'abordais, c'était davantage les facteurs qui vont avoir une influence sur le maintien ou non des liens avec les deux familles. C'est sûr que le maintien des liens va dépendre d'une multitude de facteurs. C'est pas un facteur unique qui va vraiment avoir une influence. Et malgré le fait que les parcours de vie des participants étaient assez diversifiés, il y avait quand même beaucoup de convergences dans leur discours et dans leur histoire. Donc, j'ai dégagé certains facteurs qui permettent là, déjà de nous éclairer un petit peu à ce sujet-là. Et la première chose qui est ressortie, c'est toute l'importance du maintien des contacts avec la famille d'origine durant le placement. Donc, la majorité des gens, si ce n'est pas la totalité, en fait, qui avaient des contacts avec leur famille d'origine, par exemple un grand-parent, oncle, tante ou la fratrie, durant leur placement, ont maintenu ces liens-là une fois qu'ils sont devenus adultes. Et ça s'est fait dans des situations où les contacts, évidemment, étaient vécus d'une manière positive. Donc, c'est des contacts qui leur offraient du soutien, qui se sentaient soutenus, qui leur offraient du réconfort pendant leur placement, et où il y avait un sentiment de proximité aussi avec ces personnes-là. Donc, le fait de se rappeler que, OK, j'appartiens à une famille, j'ai ma famille d'origine, ma grand-mère est encore là. Et ce que les participants ont soulevé aussi beaucoup, c'est toute l'importance, la proactivité des membres de la famille d'origine pour maintenir ce contact-là. Comme je disais, la plupart étaient adolescents au moment de leur placement et se disaient, ben moi, j'avais pas ce réflexe-là en tant d'adolescent de prendre le téléphone et de vouloir maintenir le lien avec mon oncle, ma tante. Donc, pour moi, c'est important que ça vienne d'eux. Et donc, c'est aussi toute l'importance de l'implication de la famille, que la famille élargie, par exemple, téléphone à la famille d'accueil, prenne des nouvelles d'eux, téléphone à l'intervenant, donc se soucie de leur situation. Il y a une personne qui disait, entre autres, moi j'ai eu le réflexe quand j'étais jeune que si j'étais abandonnée à mon sort, ben, j'avais plus besoin de personne. Donc, s'il y en a un qui essaie de m'approcher, je veux rien savoir. Je sais tout à fait que j'ai eu cette réaction-là. Et ma sœur, je me rends compte qu'avec ma grand-mère, c'est parmi ceux qui voulaient prendre contact avec moi. Parce qu'à force de ne pas faire demander une nouvelle, ben, quand on m'en demande, ça m'insulte. Mais elle essayait de prendre contact avec moi. Donc encore là, c'est un contact qui a été difficile au début parce que le jeune rejetait un peu sa soeur, sa grand-mère, mais il a vu que ces personnes-là voulaient vraiment insister, continuer, et finalement a développé un bon lien avec ces personnes-là. Et encore aujourd'hui, maintenant qu'il est adulte, a maintenu ces liens-là et c'est significatif dans sa vie. Par contre, évidemment, le maintien des contacts durant le placement ne pourra pas nécessairement garantir que c'est des liens qui vont se maintenir à long terme. Il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Et aussi dans les situations, à l'inverse, où il y avait eu une rupture de contact avec les membres de la famille d'origine durant le placement. Donc, on a observé la situation inverse, c'est-à-dire que les contacts ont continué à être rompus. Ça ne s'est pas recréé après la fin du placement, parce que les gens souvent vont démontrer une grande réticence à vouloir renouer des liens après le placement, un sentiment de colère aussi, donc le sentiment d'avoir été abandonné à un moment où il y en avait besoin. C'est des gens qui auraient souhaité que la famille d'origine se montre davantage d'intérêt envers eux lorsqu'ils étaient en situation de placement et auraient aimé avoir un plus grand soutien de la part de leur famille durant le placement. Donc, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte qu'ils n'ont pas nécessairement envie après de vouloir renouer des liens. Et entre autres, un jeune, en parlant des membres de sa famille d'origine, dit « Il reprend contact avec moi vu que je vais bien, que je ne suis plus dans la consommation. »
Moi, je suis un peu réticent parce qu'on dirait que lorsque je suis sortie du centre jeunesse, que j'allais à l'école, que je travaillais, ben c'est là que mes deux familles, adoptives et biologiques, tentent de reprendre contact avec moi. Donc, l'idée que j'en ai encore aujourd'hui, c'est que c'est lorsque ça va mal qu'ils seraient supposés s'intéresser à moi. Donc, c'est des gens qui ont une assez grande amertume face à l'implication ou manque d'implication en fait de leur famille d'origine durant le placement. Le deuxième facteur qui est sorti, c'est tout ce qui touche le placement avec la fratrie. Donc, on a vu que les gens qui ont été hébergés avec leur fratrie, au moins à un certain moment durant leur parcours, pas nécessairement durant tout leur parcours, c'est des liens qui se sont maintenus également après la fin du placement et à l'inverse, lorsque les gens étaient séparés de leur fratrie tout au long de leur parcours, la plupart d'entre eux n'ont pas renoué, n'ont pas cherché à renouer des liens avec eux après leur passage à la vie adulte. Et il y a une participante qui disait, en parlant de sa sœur qui a été hébergée dans une autre famille d'accueil, on n'a jamais vraiment appris à se connaître et là on se voyait parce qu'il y avait quand même des contacts qui se faisaient durant le placement, même si les placements étaient séparés. Donc on se voyait que c'était plus comme une relation cousin-cousine, si je peux dire. Au fil des années, on a évolué chacun de notre bord. C'est plate à dire, mais je n'ai pas de sentiment d'appartenance. Je l'ai eu un temps, mais ça n'a pas été entretenu assez pour me dire que je devrais absolument m'investir dans cette relation-là. Là, je ne sens pas le besoin d'avoir des contacts avec elle. Donc graduellement, c'est une relation qui s'est effritée et rendue après son passage à la vie adulte, en fait, elle a pris la décision de complètement rompre les liens avec sa sœur, avec sa demi-sœur. Et aujourd'hui, elle n'inclut pas cette personne-là dans sa représentation de la famille. Troisième chose qui est sortie, c'est tout ce qui touche la persistance des difficultés personnelles qui sont vécues par les membres de la famille. Donc, dans certains cas, les contacts, les liens ont été maintenus et les difficultés étaient encore présentes, mais dans d'autres, les difficultés étaient tellement présentes que les personnes ont préféré exclure ces personnes-là de leur réseau et rompre tous les contacts. Donc, encore une fois, on parle des problématiques de santé mentale, beaucoup des parents, l'abus de substances, des conflits familiaux qui étaient présents durant l'adolescence et encore aujourd'hui, qui sont présents une fois adultes. Et même les situations qui ont mené au placement, dans certains cas, étaient encore présentes, dont une situation de mauvais traitement psychologique. Donc, il y a une personne qui parlait entre autres de son père. Il a dit, moi, je me suis toujours sentie vulnérable face à lui, dans le sens que j'ai l'impression que je me suis libérée de son emprise, mais que je me sens vulnérable à retomber sous son emprise. Donc, il est capable de me virer à l'envers sans que je le voie venir. Je pense que c'est plus symbolique ce que je fais, donc le fait de rompre les contacts avec lui. C'est comme de reprendre une espèce de pouvoir sur ma vie face à lui. Mon but, ce n'est pas d'arrêter de lui parler pour le reste de ma vie, mais c'est le temps de remettre de l'ordre dans ma vie et de me libérer de certaines façons de penser qui perdurent. J'ai pensé que ça me ferait du bien. Donc, c'est des gens qui, et je pense que c'était une force de mon échantillon, en fait, ou c'est des gens qui sont rendus assez vieux, la plupart étaient dans la fin vingtaine, la moyenne d'âge était de 28 ans. Donc, ils ont eu le temps, une fois adultes, de voir comment ça se passait, de prendre un certain recul, de voir les répercussions que ça avait pour eux. Donc, on voit que souvent, après la fin du placement, dans les premières années, oui, ils peuvent retourner vers la famille d'origine, mais c'est vraiment avec les années souvent que la décision de finalement maintenir ou non ce lien-là va se concrétiser suite à vraiment un grand travail d'introspection. Pour ce qui est des liens avec la famille d'accueil, ce qui a eu une influence beaucoup sur le maintien des liens après la fin du placement, évidemment, c'est toute la question du développement des liens de qualité durant le placement. Et lorsque je demandais aux gens, qu'est-ce qui fait que finalement, avec cette famille d'accueil-là en particulier, tu as développé un lien suffisamment significatif pour vouloir maintenir ce lien-là. Donc, dans les éléments favorables au développement des liens, ce qui est ressorti, c'est beaucoup le partage d'expériences de vie similaires. Donc, par exemple, une jeune fille qui avait vécu du harcèlement de son conjoint, et elle dit, ma famille d'accueil, elle s'est ouverte à moi, ma mère d'accueil m'a dit, oui, moi aussi j'ai déjà vécu ça, donc elle s'est comme sentie davantage près de la mère d'accueil, elle s'est sentie soutenue, et ça lui a permis de développer des liens plus significatifs. Tout ce qui est aussi le partage d'affinités, d'intérêt commun avec la famille d'accueil, un grand sentiment d'inclusion, donc de pouvoir prendre part aux décisions qui touchent la famille, d'être inclus dans les sorties familiales, donc vraiment d'être considéré comme étant un membre à part entière, de la famille. On m'a aussi parlé de l'appréciation des habiletés parentales, donc ils reconnaissaient ça, de dire, c'est des personnes, je trouvais qu'ils étaient capables de me laisser mon autonomie, mais je trouvais qu'ils mettaient bien les limites aussi, c'était clair. Donc c'est des choses qui sont ressorties de leur discours, et toute la question du soutien, de l'attention et de l'affection qui était reçue de la part de la famille d'accueil. Pour ce qui est, au contraire, des éléments qui ont nuit au développement des liens avec la famille d'accueil, ça va évidemment un peu à l'inverse, donc tout ce qui est le manque d'affinité, donc s'ils ne se reconnaissaient pas beaucoup dans ces gens-là, aussi la discordance au plan des valeurs, par exemple des familles d'accueil qui étaient très croyantes, très pratiquantes, et qui eux disaient, moi je suis pas religieux pantoute, puis j'ai été obligée de prendre part aux cérémonies religieuses, donc moi il y avait vraiment une grande discordance, donc je me suis pas sentie près du tout de ces personnes-là.
Les troubles de comportement aussi. Donc, les jeunes reconnaissent que ce qui a pu avoir un plus grand impact justement sur le fait que la relation s'est brisée avec le temps, c'est leur propre problème à eux, leur problème de consommation, que la famille d'accueil était prête en fait à rester impliquée, mais que c'est eux leur comportement qui a vraiment nuit. Et aussi, plusieurs jeunes peuvent avoir une réticence à s'investir auprès de la famille d'accueil, entre autres lorsqu'ils ont vécu beaucoup d'instabilité durant l'enfance, lorsqu'ils vont percevoir qu'ils ne se sentiront pas complètement inclus dans la famille ou qu'ils vont avoir une espèce de sentiment de clivage entre souvent les enfants biologiques de la famille d'accueil et eux. Donc justement, ce traitement un peu différent des enfants. Et aussi, il y a certaines croyances qui sont sorties. Donc, par exemple, le fait de croire que la famille d'accueil a fait ça pour l'argent. Donc, elle, c'est sa job, puis elle se fout un peu de moi. Donc, c'est certaines croyances qui vont avoir une influence sur leur désir de s'investir ou non auprès de la famille. Il faut dire aussi que le fait d'avoir développé des liens qui ont été vraiment très significatifs durant le placement, ça ne va pas assurer, encore une fois, que c'est des liens qui vont se maintenir après la fin du placement. Il y a l'exemple d'une personne qui a été dans la même famille d'accueil, je crois, de ses 7 ans jusqu'à ses 17 ans, donc vraiment pour une longue période, qu'elle disait qu'elle se sentait vraiment inclue dans cette famille-là, elle avait vraiment beaucoup d'affinités. Mais pour elle, la fin du placement, c'était vraiment la fin d'un chapitre de sa vie. Puis en fait, je vais vous lire l'extrait, je pense que ça l'illustre très bien. Et je fermais le livre et je partais vers un nouveau départ. C'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis dit, bon, ma vie commence. Je l'ai attendu ce moment-là. À partir de mes 12 ans, je l'ai attendu tous les jours de ma vie. Donc j'ai vraiment tourné la page. Puis, en fait, je n'ai même pas tourné la page, j'ai fermé le livre, j'en ai ouvert un autre. C'est carrément ça. Dans ma tête, je ne revenais pas et je pense que ça, la famille d'accueil l'a toujours compris parce que je le verbalisais très souvent. Donc c'est des gens qui ont vraiment une très forte volonté de faire une coupure avec leur passé et là de commencer leur vie à eux. Donc, ils ne voudront pas maintenir des liens avec la famille d'accueil parce que ça les ramène un peu justement dans ce passé-là qu'ils ont vécu. Donc, ça fait le tour de manière assez sommaire des résultats que j'ai obtenus via les entrevues. Évidemment, il faut garder en tête qu'il y a certaines limites au projet de recherche qui vont avoir une influence sur les résultats que je vous ai présentés. Premièrement, comme je disais tout à l'heure, le petit nombre de participants, donc ça a été très difficile de recruter des gens. Pour différentes raisons qu'on sait déjà, c'est difficile de mettre la main sur ces gens-là une fois qu'ils ont eu leurs 18 ans, de savoir où ils sont. Puis aussi, je dirais, la nature même de l'étude, ça nécessitait quand même que les gens me parlent de sujets qui pouvaient être assez sensibles. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui étaient réticents à participer pour cette raison-là. Également les canaux de recrutement. Donc, je suis passée vraiment par plusieurs endroits, que ce soit les organismes communautaires, Centre jeunesse, Fédération des familles d'accueil, pour recruter les gens. Mais finalement, ce qui a le plus payé, c'est l'Université Laval. Donc, la majorité de mon échantillon, c'est des gens qui actuellement étudient à l'université. Donc, je l'ai mis dans les limites, en fait, parce qu'on peut croire que peut-être c'est des gens qui ont eu un parcours, qui s'en sont mieux sortis. Mais c'est une limite oui et non, parce que ça n'a pas nécessairement d'influence sur leur lien avec la famille. Et aussi, il y a des gens qui étaient actuellement étudiants à l'université, mais qui avaient 38 ans, donc ils ont quand même un lourd passé derrière eux. Et dans toutes les difficultés qu'ils ont nommées, je pense que ça rejoignait beaucoup les difficultés qu'on connaît déjà de cette population-là en général. Donc, il y avait beaucoup de problématiques d'abus de substances. Il y a eu l'itinérance aussi chez un des participants, problématiques de santé mentale et tout. Aussi, il faut garder en tête que ce que je vous parle là, c'est la perception des jeunes adultes uniquement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est réellement ça qui s'est passé. Donc, ça aurait été intéressant peut-être justement d'avoir la perception des familles d'accueil par rapport aux liens qu'ils ont maintenus avec les jeunes qui ont hébergé. Mais moi, c'était centré uniquement sur les jeunes adultes. Et aussi le fait qu'il y a plusieurs parents d'origine qui sont décédés dans mon échantillon. Donc, il faut garder ça en tête également sur les liens qui ont été rompus en fait avec les parents d'origine. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on sait grâce à ce projet-là, j'essaie de dégager certaines pistes pour l'intervention, certaines réflexions qu'on peut avoir en se basant sur les résultats. Premièrement, ce que je voulais faire ressortir, c'est comme on a vu toute l'importance en fait du maintien des contacts avec la famille d'origine durant le placement, où on a vu que ça a pour la plupart des participants eu une influence vraiment significative sur le maintien à long terme de ces liens-là. Donc, et principalement avec la famille d'origine, la famille élargie, pardon. Donc, parfois, les parents d'origine sont un peu plus effacés, mais la plupart ont quand même identifié des personnes de leur famille élargie qui ont été très importantes. Donc, d'essayer d'encourager le plus possible ces liens-là. Même si le jeune est placé à majorité, c'est clair qu'il ne retourne pas dans sa famille. Donc, peut-être que parfois, on a tendance, en fait, à ne pas entretenir ce lien-là, mais ce serait quand même important. Mais toujours en restant, évidemment, à l'affût de la réaction du jeune, de son désir aussi, de voir ou non sa famille durant le placement.
Il y a une participante, entre autres, qui a eu des contacts avec sa mère d'origine de ses 4 ans jusqu'à ses 12 ans, mais c'était des contacts qui étaient vraiment, qui lui induisaient beaucoup de stress, elle a vécu très difficilement. Donc, elle, à 12 ans, elle était en mesure de dire « je veux plus avoir de contact avec ma mère », donc ça a été rompu. Et ça s'est en fait maintenu dans le temps, donc elle n'a jamais renoué des liens avec sa mère une fois adulte. Donc, de rester quand même à l'écoute du désir du jeune, de comment il vit ça. Puis, si justement le jeune va vivre une perte, d'aider ce jeune-là à vivre la perte du lien avec son parent ou avec sa famille. Également, toute l'importance, avant la fin du placement, d'évaluer l'étendue et la composition du réseau familial, donc d'identifier les personnes qui sont susceptibles d'être présentes encore dans la vie du jeune. Et donc, on a vu qu'il y a plusieurs difficultés, souvent encore, qui se sont maintenues durant les difficultés familiales qui se maintiennent au-delà des 18 ans des jeunes. Donc, peut-être d'aller voir quelles sont les attentes du jeune face à sa famille d'origine avant la fin de son placement. Donc, est-ce qu'il y a des attentes réalistes par rapport à ses parents? C'est quoi le rôle qu'il voudrait que sa famille d'origine joue auprès de lui une fois qu'il va être adulte? Donc, d'aller voir si le jeune est suffisamment outillé, s'il a les habiletés nécessaires aussi pour pouvoir renouer les liens avec sa famille d'origine une fois la fin du placement. Et côté famille d'accueil, peut-être d'aller clarifier un peu quel est le rôle de la famille d'accueil dans la préparation de la vie adulte du jeune. Parce que les jeunes qui sont placés en famille d'accueil, parfois, à qui ça revient de préparer le jeune? Est-ce que ça va être l'intervenant? Est-ce que c'est la famille d'accueil? Est-ce que ça va être plus via des programmes comme le PQJ que ce jeune-là va développer son autonomie, se responsabiliser? Donc, à qui appartient la responsabilité? Et aussi d'aller voir quelles sont les attentes du jeune à l'égard de la famille d'accueil et vice-versa. Donc, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque les jeunes... ils disaient en fait, ils ne savaient pas si c'était approprié de retourner vers la famille d'accueil ou pas. Donc, peut-être de prendre un temps avant la fin du placement, de clarifier est-ce que la famille d'accueil souhaite demeurer impliquée auprès du jeune, même lorsqu'il aura 18 ans, elle veut que ce soit quoi son implication? Et est-ce que le jeune, si cette offre de soutien-là est présente, est-ce qu'il veut recevoir cette offre-là? Est-ce qu'il est ouvert à cette offre-là de soutien? Vous avez un peu de temps pour les questions? Oui, en fait, il y avait... Vous pouvez les lire. Là, je terminais. C'était quelques pistes pour des réflexions futures pour d'autres recherches. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup.